Bonjour à vous, c'est sans doute notre dernière vidéo consacrée à l'inflation. Alors ce qui manque aux analyses que nous avons faites sur l'inflation à ce jour, c'est l'identification des forces que chacun des pays industrialisés possède pour pallier à l'inflation. Il y en a en fait, je vous l'assure, chaque pays a un profil économique qui n'est pas le même à un autre. Et cela nous demande d'être très sélectifs dans le choix des indicateurs économiques à considérer pour comprendre la dynamique économique. Par exemple, cela signifie que les États-Unis n'ont pas à craindre d'une hausse de la consommation puisque nous l'avons vu, s'il en résulte d'une hausse des prix, il s'agira d'un ajustement de court terme. Donc nous sommes en droit de nous poser les questions. Par exemple, qu'est-ce qui fait trembler la Fed face à une menace inflationniste? Quels indicateurs utiliser pour s'approprier une compréhension de la menace inflationniste? On peut, par exemple, commencer notre observation sur la zone euro. Et commençons en particulier avec le leader économique de la zone euro, l'Allemagne. Alors l'Institut statistique allemand, la Destatis, a constaté une hausse des prix à la consommation pour le mois dernier, 0,9%, ce qui nous offre une inflation sur 12 mois de 3,8%. C'est un chiffre énorme. Or, on le sait, l'Allemagne a très peur des menaces inflationnistes. Alors, l'économie allemande est orientée et puise sa force sur une faiblesse de l'inflation. Si nous avons une inflation faible, alors les taux d'intérêt réels peuvent se permettre d'être bas. Évidemment, on n'a pas besoin de financer le risque. C'est de la confiance. Et c'est tout ce qu'il faut pour stimuler l'investissement. Renouveler facilement l'outil de production, et c'est aussi par ricochet une constante formation du personnel d'entreprise aux nouvelles technologies et aux nouvelles machines achetées avec un crédit bon marché. Or, ce chiffre de 3,8% pourrait faire peur. Pourtant, ce n'est pas le cas, pour les raisons suivantes. Cette hausse de prix a été programmée par l'État. Et cela n'affecte pas la valeur réelle des biens de consommation. Cette hausse de prix est en fait saine puisqu'elle correspond à un ajustement à la hausse de la TVA. L'Allemagne a accusé l'année dernière, regardez ça, un déficit public de presque 190 milliards d'euros. Le premier depuis 2013, oui c'est ça, et le plus important depuis la réunification du pays en 1990. En raison, bien sûr, de la pandémie du Covid-19. Ici, nous avons déjà une première conclusion. La hausse des prix n'est pas forcément associée à une déficience inflationniste. En tout cas, pas pour l'Allemagne, on pourrait même le rajouter. Il y a un an, et l'histoire est ici, les autorités allemandes ont abaissé le taux de TVA de plus de 2 points en moyenne. Il y a plusieurs taux de TVA en Allemagne. Les prix ont donc baissé. Le but était pour l'État de renoncer à des recettes fiscales pour faciliter la relance de l'économie en pleine pandémie. Les prix donc sur le marché baissent. On consomme plus, mais le pays encaisse moins de recettes fiscales. Ce qui va faire la différence ici, c'est la source de financement de cette hausse de consommation. Contrairement aux États-Unis, elle ne se fait pas par une hausse de l'endettement. Les Allemands s'endettent bien sûr, comme tout le monde, pour accéder à des biens de consommation. Mais c'est très peu le cas. Ils épargnent généralement pour acquérir des biens à la consommation. Les chiffres le prouvent. La dette des ménages représente en juillet de cette année à peu près 60% du PIB. En juillet 2020, elle était presque de 55%. En France, c'est bien plus. On est à presque 70% de l'endettement des ménages par rapport au PIB. Donc les Allemands ne s'endettent pas pour consommer. Culturellement, pour un Allemand, c'est impensable d'anticiper la consommation d'un bien s'il n'en a pas les moyens. Écoutez ce point. La définition de la consommation en France n'est pas du tout la même qu'en Allemagne. Et je ne plaisante pas, vous pouvez vous-même le vérifier. En France, la consommation se définit comme l'appropriation d'un bien dans le but de satisfaire un besoin et un désir. En Allemagne, elle a une définition négative. C'est l'appropriation d'un bien dans le but de le détruire par l'usage. Et oui, on achète une voiture en 2021, elle sera détruite par l'usage sans doute dans 8 ans. Et ça, c'est la preuve que l'économie est un phénomène culturel. Donc, les autorités allemandes
privilégie la baisse de l'impôt indirect pour relancer la demande générale. C'est la raison pour laquelle, si on veut estimer la santé de l'économie allemande, on doit considérer absolument un indicateur particulier. C'est l'indicateur du moral des ménages. Si l'indice du moral l'indice du moral des ménages allemands se dégrade sur 4 mois consécutifs, alors la croissance allemande ralentira. Les prévisions d'achats importants ne sont plus actuelles parce que la situation économique des ménages ne suivra pas. Nous sommes à l'antithèse des États-Unis. L'Américain accélérera sa consommation dès que les taux réels du crédit à la consommation repartira à la baisse. Les FOMC, c'est-à-dire la publication des minutes des réunions de la Fed, qui se déroulent 8 fois par an, sont donc importants ici pour mesurer la dynamique de la demande aux États-Unis. Pour les États-Unis, il y a aussi un autre critère important qui peut avoir un impact similaire à ce qu'est l'indice du moral des ménages allemands. C'est l'indicateur des prix immobiliers. Alors, le résident américain s'est endetté pour acquérir son bien immobilier. Formidable! Les prix de l'immobilier en ce moment augmentent, la valeur des biens immobiliers augmente, il est donc plus riche en valeur mobilière. L'augmentation des prix de l'immobilier n'est autre que la hausse des transactions immobilières. Par exemple, prenons des chiffres de terrain, les prix des logements immobiliers ont augmenté de 10,8% au 4e trimestre de 2020. C'est une moyenne, il ne faut pas généraliser sur l'ensemble du territoire américain. Pour certaines familles, le logement est devenu un luxe. La hausse des prix de l'immobilier signifie une hausse de leur loyer. Donc l'écart se creuse entre le coût du logement et les revenus des ménages. Deuxième conclusion, ne confondez pas crise de logement avec crise de l'immobilier. L'économie semble vraiment ici, pour le cas américain, coupée en deux. Beaucoup ont de la difficulté à se loger, d'autres ont une frénésie d'achat de logements des biens. Et c'est la pandémie ici qui est à l'origine de ce nouveau boom. Car de New York à San Francisco, une partie des habitants des grandes villes, désormais en télétravail, ont décidé de quitter les mégalopoles surpeuplées pour des agglomérations moins denses ou des banlieues, où ils pourraient s'offrir davantage d'espace. À la levée du confinement l'an passé, les ventes de logements ont explosé de 21%, en juin en tout cas, par rapport à mai, la plus forte depuis très longtemps. On comprend donc plus en détail ce que nous avons expliqué la semaine dernière. Le plan de relance de Biden et le chèque de 450 $, nous sommes aux États-Unis, pour les ménages victimes du Covid, servira sans doute à payer les loyers en retard. Ceci est le corollaire de la perception d'une inflation de court terme et de la hausse de la valeur des biens immobiliers, autre segment de l'investissement américain. Voilà pour cette vidéo qui met un terme au dossier de l'inflation. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre risque. C'est le risque d'un ralentissement de l'économie par l'offre. En particulier, on étudiera cette nouvelle qui commence à prendre de l'ampleur, c'est la fermeture des ports commerciaux chinois et de la hausse du prix du pétrole. Voilà, à bientôt.